Bonjour, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Je suis très heureux de recevoir à nouveau Charlotte Adam, voilà. Bon, c'est pas tout à fait pour le virus qu'elle est comme ça, mais bon, comme je vous le dis, elle préfère garder l'anonymat, donc c'est bien les masques que beaucoup de gens portent en ce moment, et en plus, voilà, c'est stylé, voilà, pour garder l'anonymat. C'est gentil. Ben, Charlotte Adam, d'ailleurs, qui est quelqu'un qui est quand même cher à mon cœur, parce que c'est grâce à elle si notre chaîne existe, on avait parlé, c'est parce que j'ai découvert quelques auteurs au début, j'ai écrit à quelques auteurs avant de... En fait, je voulais faire une chaîne YouTube sur l'histoire plutôt parce que vous le savez, enfin c'est un peu dur encore en ce moment qui n'en finit pas. J'étais un petit peu guide historique et je voulais faire une chaîne YouTube plutôt sur l'histoire et pour un peu présenter mon activité de guide historique. Et puis je suis tombé sur Facebook qui me présentait des auteurs. Et je me suis demandé qu'est-ce que c'est ces auteurs, pourquoi des auteurs qui étaient amis de mes amis. C'est là que j'ai vu un peu, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, ce que c'était des auteurs auto-édités. Et je me suis demandé ce que c'était. J'ai contacté vraiment une ou deux auteurs, deux ou trois, vraiment un tout très peu, dont Charlotte. Et je suis tombé sur ces romans fabuleux que vous venez de voir, Tuer n'est pas vivre, que j'ai adoré. J'ai vraiment trouvé ça dans la veine des meilleurs auteurs de polar. Moi qui aime bien les polars, de toute façon j'ai beaucoup lu, surtout, vous le savez aussi, j'en ai parlé un peu, Michael Connelly. Et Charlotte a été adorable et ça a été super de la contacter, de lire ses livres, m'en avoir envoyé des versions dédicacées, j'ai été très content. Par chance, et parce que c'était le destin, j'ai lu tous ces auteurs auto-édités et les quelques auteurs auto-édités, j'ai trouvé ça super et je me suis dit pourquoi ne pas plutôt faire une chaîne de culture générale où je pourrais à la fois parler d'histoire et de mes parcours comme je vais le faire, comme je l'ai fait. D'ailleurs vous avez un peu mes parcours et je vais faire des petites vidéos sur l'histoire, sur plein de choses assez diverses et j'ai eu le plaisir dans mes premières interviews et l'honneur de te recevoir, Charlotte. C'est gentil. Tu vas bien? Ça va très bien, je te remercie, Michael. Alors, De recevoir à nouveau. c'est vraiment un plaisir, je suis vraiment content qu'on ait pu refaire ça. Surtout qu'il y a un an, on devait se recevoir, j'avais été déçu de ne pas te revoir. Et là, je suis content de te recevoir à nouveau parce que j'ai adoré les premiers Tuer n'est pas vivre. Et j'ai vu, j'en suis très content que tu as un nouveau Tuer n'est pas vivre qui vient de sortir. Je découvrirai la suite avec plaisir. Là, cette fois, je ne l'ai pas lu encore. Et aussi que tu as fait ça. Alors, ça, tu avais fait bon, j'en avais parlé, tu as fait d'abord les trois premiers, les Tuer n'est pas vivre, qui était au début une trilogie, mais que tu savais que ça pouvait éventuellement y avoir une suite, voilà. Et après les trois premiers Tuer n'est pas vivre, tu savais pas trop si tu continuerais tuer, enfin, tu étais en train d'y réfléchir, on l'avait vu, mais rien n'était vraiment super sûr, quoique il y a eu une tellement bonne réception, et je crois, ça c'est tellement dans mon cœur encore que je comprends pourquoi les gens aussi, beaucoup ils ont tes personnages dans leur cœur. Mais avant ça, tu avais fait, déjà il n'y avait pas encore le quatrième Tuer n'est pas vivre, mais il y avait ce fameux 5 nuances de polar. Donc il y avait ces 5 nuances de polar, ce livre que vous pouvez voir actuellement, qui est assez intriguant. Donc, pourquoi après les trois premiers Tuer n'est pas vivre, tu as voulu faire autre chose et t'as pas voulu faire autre chose qui soit un autre roman, mais justement des nouvelles, c'est assez original. Tout à fait. Après les trois premiers Tuer n'est pas vivre, j'avais envie de tester un petit peu autre chose, en restant dans un registre qui me plaît beaucoup, à savoir le polar, suspense, thriller. J'avais pas envie non plus de m'enfermer, on va dire, dans la saga Tuer n'est pas vivre, qui est pourtant très chère à mon cœur, puisque ça a été le premier tome, Le Prix du crime, ça a été le premier roman que j'ai publié. Mais j'avais envie de voir si j'étais capable aussi de sortir de cette histoire, de cette saga, avec des personnages récurrents, avec des thématiques récurrentes, pour vraiment faire autre chose. Et quitte à faire autre chose, je souhaitais vraiment me lancer un peu dans une espèce de défi, un exercice. Et j'ai souhaité, c'est pour ça, faire des nouvelles, ce qui me permettait d'expérimenter, avec 5 nouvelles, 5
thèmes, on va dire, différents, 5 genres de polar, enfin apparentés au polar un petit peu différents. Donc ça va de la comédie policière pour la première nouvelle, jusqu'au roman noir, enfin la nouvelle noire pour la dernière nouvelle du recueil. Donc vraiment des genres très différents, en passant d'un ton léger, burlesque un petit peu, à quelque chose de beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre, même un peu plus glauque on peut dire. Avec des histoires aussi intermédiaires. Donc la deuxième nouvelle, par exemple, c'est une enquête à énigme, avec un enquêteur un petit peu particulier, donc je ne peux pas tout vous dévoiler, mais voilà, c'est un enquêteur qui sort un petit peu de l'ordinaire. La troisième nouvelle, là, je me suis basée plus sur le suspense psychologique, avec une histoire autour justement de l'auto-édition, de l'écriture. Là, j'ai pioché un petit peu aussi dans mon vécu, enfin pour une petite partie seulement, et heureusement, parce qu'il arrive quelques mésaventures au personnage principal qui se lance dans l'écriture. Et la quatrième histoire, c'était un genre aussi que j'avais envie d'explorer un petit peu, c'est un thriller survivaliste. Donc j'avais vraiment envie de faire un petit peu autre chose, d'inventer d'autres personnages, de me lancer un petit peu un défi, de me dire voilà, là tu t'imposes entre guillemets un genre à chaque fois, tu choisis ton thème et tu essaies de faire que l'histoire, elle soit, que les histoires, les nouvelles, elles soient crédibles, elles soient agréables à lire, qu'on entre dedans, avec l'idée aussi que le format d'une nouvelle c'est très différent d'un roman. On peut beaucoup moins développer les choses, donc il ne faut pas non plus perdre de temps. C'est aussi un exercice d'écriture qui est différent du roman par cet aspect-là. Il faut aussi qu'il y ait quand même une chute, c'est aussi le principe de la nouvelle. Donc voilà, c'était pour moi un exercice et un plaisir bien sûr, puisqu'on restait à la fois dans l'écriture et dans le polar, qui sont mes passions. C'est très intéressant, j'aurais vraiment du plaisir à découvrir ça. Et donc après, tu as relancé Tu n'es pas vivre, c'est toute une histoire, je crois. Et oui, je suis revenue à Tu n'es pas vivre avec un 4e tome, donc qui s'intitule Les ombres du passé. Alors j'avais eu à la fin, quand le 3e tome était paru, quand les lecteurs avaient commencé à faire leur premier retour, j'avais eu un certain nombre de lecteurs qui me disaient qu'ils étaient un peu... pas déçus du final, mais que voilà, il restait encore des questions, des pistes à explorer, on ne savait pas trop ce qu'allaient devenir les principaux protagonistes. Bon, il restait un petit peu une forme de frustration peut-être pour le lecteur. Et puis bon, donc je me suis dit, est-ce que j'ai matière à faire un 4e tome, parce que c'est le risque avec les séries. À la fois, c'est très agréable quand on est vraiment dans un univers qu'on a inventé, qu'on a plaisir à retrouver, avec des personnages, avec une ambiance, avec quelque chose dans lequel on évolue, où c'est presque un peu une seconde vie pour nous en tant qu'auteur. C'est un monde dans lequel on s'immerge. Quand on voit en plus que les lecteurs accrochent, qu'on a quelqu'un qui a lu le tome 2, qui va tout de suite commander le tome 3 dès qu'il est disponible, qui va demander sur un tome 4, c'est encourageant, c'est enthousiasmant, mais c'est aussi un challenge, parce qu'il ne faut pas faire le tome de trop. Le lecteur qui a aimé, voire adoré les tomes précédents, il ne faut pas que le dernier tome qui vient de sortir, il soit déçu, parce que le lecteur, il a des attentes, forcément. Il faut à la fois que ce soit une continuité, sans que ce soit du réchauffé, de la répétition. C'est pas juste reprendre les personnages pour les remettre dans une autre histoire qui ressemblerait plus ou moins à la première ou à la seconde. Il faut vraiment réussir à apporter quelque chose de neuf, tout en gardant l'esprit qui a su séduire les lecteurs pour les premiers tomes. Donc c'est pour ça que je trouve que le principe des sagas, c'est à la fois très enthousiasmant et en même temps c'est une pression aussi pour l'auteur, parce que voilà, il faut réussir à se renouveler tout en restant dans le thème. Et Je n'ai pas vivre le 4e tome, je savais que j'avais encore des pistes à explorer, j'avais vraiment des choses nouvelles à apporter, donc ça s'est fait de manière assez évidente. Après 5 nuances de polar, je suis repartie quasiment tout de suite sur l'écriture du 4e tome de Tu n'es pas vivre. Donc, est-ce qu'il y a des liens entre tes livres? Est-ce qu'il y a des ressemblances entre chacun de tes livres, même que ce soit Tu n'es pas vivre, des vrais liens entre les 5 nuances de polar, surtout entre les romans et les nouvelles? Alors justement, ça a été un petit peu le challenge, c'est que quand j'ai écrit 5 nuances de polar, je voulais vraiment sortir de la saga Tu n'es pas vivre. Donc on ne retrouve pas de personnages, on ne retrouve pas de lieu non plus. Tu n'es pas vivre se déroule essentiellement à New York. 5 nuances de polar se déroule plutôt, pour les défauts, il y a un emplacement géographique qui est à peu près décrit, plutôt en France qu'en Europe. Donc pas le même lieu, pas les mêmes personnages, pas de personnages secondaires par exemple de la saga qui apparaîtrait dans le recueil. J'ai vraiment voulu dissocier complètement, c'est vraiment un nouvel univers, de nouveaux personnages,
Par contre, quand j'ai fini d'écrire 5 nuances de polar et que j'ai su que je retournerais à Tout n'est pas vivre, je me suis demandé si pour... alors c'est pas arrivé pour le tome 4, mais qui sait, si jamais... Ah, il peut y avoir un tome 4. Qui sait, je ne sais pas. Oh, j'aimerais bien. Mais je m'étais posé quand même la question, même si je ne l'ai pas fait pour le tome 4, certains personnages du recueil de 5 nuances, je m'étais amusée, on va dire, à les projeter, à me dire qu'est-ce que ça donnerait si tel personnage se retrouvait dans telle situation avec, par exemple, un autre personnage de Tu n'es pas Ah ouais, voilà. ça j'adorerais voir. Voilà, il faut le faire quand même peut-être. Ah bon, moi c'est Je sais que tu fais ce que je te tu le veux. dis, dans le tome 4, ce n'est pas le cas. Après, l'avantage de l'écriture et de l'imagination, c'est que... D'ailleurs, c'est un truc dont on parlait, je sais pas comment, voilà. Je me disais, c'est bien quand on a des personnages secondaires de 2 livres, même si tu fais un autre roman, après, puis qu'à un moment ils se rencontrent. Mais je n'exclus pas, si j'écris autre chose, même si c'est autre chose que Tu n'es pas vivre, je n'exclus pas, pourquoi pas, de faire apparaître des personnages, par exemple, un personnage qui est apparu dans 5 nuances de polar, parmi ceux qui restent en vie à la fin, bien sûr, je ne vais pas tout te dire, mais c'est le milieu quand même du crime, donc il y a un certain nombre de personnes qui passent de vie à trépas. Et bon, par souci de cohérence, je ne vais pas les ressusciter, bien sûr. Très bien. Eh bien, alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qu'est-ce que les lecteurs peuvent s'attendre à trouver dans tes livres? Qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre à trouver? Comment tu décrirais à peu près les cohérences de ton univers? Qu'est-ce qui te caractérise? C'est du polar ou thriller. Alors, je sais que certains lecteurs m'ont dit que pour eux, c'était pas du polar pur et dur. On est plus sur le registre du monde du crime, sur le registre du suspense, des rebondissements. Donc, effectivement, ce n'est pas forcément du polar au sens un enquêteur, un crime, comme on peut voir dans beaucoup de polars, dont certains que j'apprécie d'ailleurs énormément. Voilà, moi je m'inspire un petit peu de cette ambiance polar avec un côté sombre, avec un côté du suspense, comme je le disais, donc des crimes ou des milieux criminels, des activités, des fois des trafics, des choses illicites ou voilà, à la limite de la légalité. Mon principal souhait, en fait, c'était de développer, et c'était le cas à la fois pour Tu n'es pas vivre et pour 5 nuances de polar, c'était de développer les personnages, les interactions entre les personnages et l'aspect psychologique. C'est-à-dire que même si bien sûr il y a une trame, une histoire, je vois par exemple dans Tu n'es pas vivre, il y a énormément de dialogues. Et ça pour moi c'est quelque chose qui est facile à écrire, les dialogues, je trouve que c'est spontané, c'est naturel, ça vient facilement et ça permet, je trouve, vraiment de faire passer les intentions et la personnalité, de faire transparaître la personnalité des différents protagonistes et également de développer les interactions. Donc, si vous aimez les longues descriptions, je suis désolée, mais que ce soit 5 nuances de polar ou Tu n'es pas vivre, vous allez rester un petit peu sur votre faim. Par contre, si vous aimez les rebondissements, le suspense, alors Tu n'es pas vivre, c'est autour, ça se passe dans les milieux criminels, mafieux à New York, mais mafia italienne. Donc là, effectivement, il y a du crime, il y a de la mafia, il y a de l'action, du rebondissement, du suspense, des mystères aussi, parce que il y a une trahison, il y a des complots, il y a des éléments, et il y a aussi une histoire d'attirance, même d'amour. Une belle histoire d'amour, moi j'ai trouvé ça me touche. C'est gentil. Et il y a aussi donc une histoire, voilà, là une fois de plus, je m'attache à développer le côté, la psychologie et le côté humain de chacun des protagonistes. Il n'y a pas de policier dans Tu n'es pas vivre, ou en tout cas, pas en personnage, peut-être en personnage secondaire, voire personnage de fond, mais voilà, les principaux protagonistes, ce sont des criminels. Mais malgré tout, je pense, et c'est le retour que m'ont fait certains lecteurs, on peut s'identifier à ces personnages, on peut comprendre leur motivation, leurs réactions, et on peut d'une certaine manière s'y attacher, avoir envie de savoir ce qui leur arrive par la suite, espérer qu'ils vont s'en sortir, avoir hâte de découvrir comment ils vont régler telle ou telle situation. Donc pour moi, c'est vraiment ça avant tout, c'est les personnages. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans 5 nuances de polar, où j'ai essayé de dépeindre des personnages à chaque fois assez typés, avec des caractéristiques bien propres, bien personnalisées. Certains par contre dans 5 nuances de polar qui sont vraiment détestables, j'ai envie de dire, mais peut-être qu'on aime détester finalement. Des personnages qui nous font ressentir quelque chose. Moi, quand j'écris, je transmets quelque chose que je ressens, je transforme avec des mots, des émotions, un imaginaire. Et le plus beau cadeau que puisse me faire un lecteur, c'est qu'il me dise qu'à la lecture du livre,
il a ressenti telle et telle émotion, il a vibré, il a eu peur, ça veut dire que quelque part, j'ai réussi à transmettre un petit peu de cette émotion, de cet univers. Et Charlotte, je sais de toute façon que tu t'aimes beaucoup les polars, de toute façon, mais que tu lis autre chose que les polars. D'ailleurs, tu as un blog, je crois. Un site auteur sur lequel je fais des retours de mes lectures, des chroniques ou des retours plus brefs. Donc c'est charlotteadorromancière.com. Et à la fois, j'y présente mon univers, mes écrits, quelques anecdotes par rapport à mon activité d'écriture. Et il y a effectivement un blog lié au site sur lequel je publie des retours sur mes lectures. Alors, je dirais que c'est pour moitié du polar. Hein, les genres de prédilection, c'est le roman historique et le polar. Ah ouais, c'est cool. Alors, polar historique, là, c'est le must. Mais je lis aussi d'autres genres, hein, donc ça peut être de la fantaisie, des récits de voyage. J'aime bien aussi, pourquoi pas, la romance. Bon, je ne suis pas, ou la science-fiction, voilà. Après, ce sont des genres que je connais beaucoup moins bien. Mais que j'ai toujours plaisir à découvrir. Pour moi, ouvrir un livre, de toute façon, c'est un nouveau voyage, c'est une aventure, c'est une expérience. Moi aussi, c'est tout à fait. Je lis tout aussi, dans tous les genres, et j'ai vu interviewer des auteurs sur la chaîne, on peut le voir, de tous ces genres-là. Et en fait, par contre, est-ce que tu te vois écrire un jour, ça peut t'arriver d'écrire autre chose qu'un polar, en fait? La porte n'est pas fermée, c'est vrai que ça serait une nouvelle expérience. Quand j'étais plus jeune, on va dire à l'adolescence, où j'écrivais des histoires courtes, des choses comme ça, mais que j'ai jamais publiées, hein, qui n'avaient pas non plus matière à être publiées, c'était des textes courts, des choses comme ça. J'avais touché un petit peu à d'autres styles. Maintenant, est-ce qu'il y aurait matière? Des idées, j'en ai beaucoup. Ça m'est déjà arrivé de passer un après-midi à partir sur un début d'une histoire fantastique, d'heroic fantasy ou contemporain. Est-ce que derrière, il y aura matière à vraiment en faire un roman ou une nouvelle, en tout cas quelque chose d'assez développé, d'assez construit? Pour le moment, ça ne s'est pas encore produit. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais c'est le souci quand on a aussi beaucoup d'imagination, c'est que des fois on a plein d'idées sur un thème, par rapport à quelque chose qu'on vit, une expérience, par rapport à un fait divers, on a des idées, on commence à se faire un petit scénario dans sa tête. Après, il faut faire le tri. Est-ce que réellement il y a matière à en faire un livre? Est-ce qu'il y a matière à développer? Est-ce qu'il y a matière à donner quelque chose, un résultat qui soit intéressant, qui apporte quelque chose d'original, d'un petit peu nouveau? Pour le moment, en tout cas, ça ne s'est pas produit pour moi dans un autre registre que le polar. Mais bon, je pense que là, si on me disait tu dois absolument écrire un livre, ce que je n'envisage pas, parce qu'écrire un livre, c'est tout sauf une obligation, c'est un plaisir. Et ça ne doit pas être du polar, je pense que je m'orienterais vers le fantastique. C'est l'autre registre sur lequel je pense que j'aurais matière à développer des idées, mais pour le moment, il n'y a absolument rien d'assez avancé pour pouvoir en proposer un livre. Mais bon, je ne l'exclus pas, encore j'espère de belles années d'écriture devant moi. Donc, lire pourquoi pas. un de tes romans fantastiques, ce serait intéressant, ça sera peut-être intéressant. Est-ce que là, d'ailleurs en ce moment, est-ce que tu as d'autres projets? Alors là, dans l'immédiat, non. J'ai eu une petite panne, on va dire, d'écriture ces derniers mois. Ça arrive. Bon, après, je sais que l'écriture, c'est quelque chose que je porte en moi. C'est quelque chose qui est déjà... J'ai déjà eu des périodes où voilà, je me suis un petit peu éloignée de tout ça pour diverses raisons, familiales, professionnelles, peu importe. Mais ça revient toujours. Et je pense que ça, c'est aussi là qu'on reconnaît quelqu'un qui a vraiment la fibre et la passion de l'écriture. C'est que, quels que soient les aléas de la vie et tout, il va y avoir des moments où ça ressurgit, où ça revient. Quelles que soient les difficultés rencontrées, quels que soient les moments de découragement, les moments où on n'a pas le temps, parce qu'il y a des fois un travail aussi à côté, une vie de famille, des soucis personnels comme tout un chacun. Mais quels que soient les moments de doute, les moments de découragement, les moments où on n'a pas le temps, la petite pousse de l'écriture, elle est là, et elle ressurgit, et elle renaît, et elle revient. Et on ne peut pas s'en débarrasser. Et tant mieux, je pense que c'est une belle chose. C'est une vraie vocation. Oui, c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, qui fait vraiment partie de toi. Donc je ne suis pas plus inquiète que ça, on va dire là dans l'immédiat. Bon, cet été j'avais quelques congés, j'ai griffonné quelques idées comme ça sur des feuilles ou sur le clavier de l'ordinateur. Rien d'abouti, rien de construit, mais je sais que ça va revenir et je sais qu'il y a un moment je vais vraiment avoir commencé à écrire une histoire et me dire là, celle-là je vais aller au bout, là celle-là je veux la compléter, je veux la renforcer, l'améliorer, je veux en proposer que ce soit un tout, que ce soit quelque chose de complet. Et ça, je suis certain qu'il y aura d'autres livres dans l'avenir, c'est certain.
Autrement, ouais, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que donc c'est vrai, comme je le disais, tu avais été une source d'inspiration, et c'était un peu le destin, il fallait que je trouve tes livres et tout, et que, enfin, en plus, quand je les ai lus, j'ai trouvé ça formidable, peu de fautes d'orthographe, un suspense génial, des personnages attachants, une histoire vraiment, c'est vrai que dans le milieu de la mafia, j'avais peu vu des romans écrits comme ça. Et ce qu'on peut encore voir, ce à quoi j'ai fait attention, c'est ces magnifiques couvertures, ces magnifiques dessins, ces photos, ces images, disons plutôt, j'ai du mal à trouver le mot, ces illustrations, voilà, qui sont formidables. Enfin, je vous les remontre encore une fois, quoi, on vous les a bien montrés, c'est très beau, et c'est vrai que en tant que lecteur, dès que j'ai vu ça, je ne sais plus, oui, sur ton site ou sur Facebook, ouais, quand j'ai vu ça, j'ai eu envie de l'acheter. Comment ça se fait qu'il y a eu ça? Est-ce qu'il y a une histoire derrière tout ça? Oui, puisque quand j'ai publié donc, le tout premier livre, le premier tome de Tuer n'est pas vivre, le prix du crime, donc je me suis lancée en auto-édition, et au tout début je me suis dit bon bah je vais essayer de tout faire par moi-même, parce que je débutais en la matière, je n'avais pas du tout ni de réseau, ni de connaissances d'illustrateurs, voilà. Et j'ai fait la toute première couverture, donc la toute première édition qu'on ne voit pas ici, et c'est tant mieux. J'ai fait la couverture moi-même, et c'était catastrophique, hein, disons-le. C'est-à-dire que je pense que ça c'est vraiment important quand on est auteur, quand on travaille l'écriture, on est auteur, on n'est pas graphiste, on n'est pas illustrateur, on n'est pas commercial ou pro du marketing. Alors après on peut se former, on peut bien sûr développer tout un tas de compétences, mais il y a certaines qui vont venir plus ou moins facilement, et où on va prendre plus ou moins de plaisir aussi. Moi sincèrement, créer une couverture, autant j'avais envie de mettre une belle image qui accroche le regard du lecteur, qui transmette vraiment l'idée de ce qu'il va trouver à l'intérieur du livre, autant je ne me sentais pas capable de le faire. Ce que j'avais fait, c'était... pourtant, je m'étais donné du mal pour le faire, je n'avais pas vraiment pris de plaisir, parce que autant écrire, c'est un plaisir, autant concevoir une couverture, c'est pas mon truc, c'est pas mon... Et j'ai eu la chance d'avoir une amie qui avait lu le tome 1, qui avait beaucoup aimé, et qui me dit, par contre, permets-moi de te dire, la couverture, ça va pas, quoi. J'étais entièrement d'accord avec elle. Et elle m'a conseillé une de ses amies que je ne connaissais pas auparavant, qui touche beaucoup à tout ce qui est illustration, graphisme, et qui est douée pour ça, il faut le dire. Et donc elle m'a mis en relation avec cette personne que je cite d'ailleurs bien volontiers, elle s'appelle Céline Petit. Et c'est elle qui m'a dit, écoute, donne-moi en gros le thème de ton roman, et puis je vais te proposer une couverture. Et donc ça s'est fait comme ça pour le tome 1. Et j'ai vraiment adoré, parce qu'à la fois il y avait le côté, même au niveau des couleurs, hein, on voit il y avait le côté noirceur, donc qui rend un petit peu le côté sombre du monde criminel, etc. On voit sur l'illustration, quand on regarde de plus près, l'homme qu'on aperçoit dans la rue à Little Italy, quartier de New York, il a une arme à la main. Alors là, il faut regarder de près, mais effectivement c'est le cas. Et il y avait également donc, ces lèvres qui rappellent quand même le côté sensualité, attirance, ce jeu de séduction qui va se mettre en place entre les deux des personnages principaux. Et donc j'ai demandé pour les tomes suivants à Céline si elle était d'accord de continuer à réaliser mes couvertures, et elle a très gentiment accepté. Et c'est elle d'ailleurs qui a eu l'idée de proposer, donc déjà à la fois le nom d'auteur, j'aime beaucoup la manière dont elle l'a présenté, ça devient une sorte un petit peu de logo. Et également la thématique, elle m'a dit puisque c'est une série, il faut un fil conducteur entre les couvertures, donc au-delà des couleurs noir, blanc, rouge, donc qui sont quand même les couleurs très, très présentes dans le registre du polar, du thriller. Elle a aussi proposé l'idée donc des lèvres qui reviendraient sur chacun des épisodes, comme un fil conducteur. Alors avec à chaque fois une petite différence. Donc par exemple sur le deuxième, on voit sur l'ongle le pistolet, voilà. Donc ce côté à la fois séduction, danger, menace, arme. La balle, voilà, une fois de plus. Et le tout dernier, les ombres du passé. Là, on voit donc la lèvre qui saigne. Donc ça, c'est exactement quand elle m'a soumis ces idées-là, je dis c'est exactement ça, ça correspond exactement au contenu des livres, et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai adhéré tout de suite.
Et donc je la remercie vraiment beaucoup pour le travail, pour l'imagination dont elle a fait preuve et pour sa gentillesse, sa disponibilité également. Sachant que c'est pas du tout son métier, hein. Elle l'a vraiment fait Elle est douée pour quelqu'un d'autre, c'est pas le par métier. gentillesse. Eh bien, tu es dans l'auto-édition, on l'a dit. Et qu'est-ce que serait donc ta marque de fabrique dans l'auto-édition? Est-ce que tu en as une déjà? Ma marque de fabrique, alors j'ai développé, donc, comme je disais tout à l'heure, un site auteur. Après, par rapport à l'auto-édition, ce que j'aurais envie de dire, c'est ce que ça m'apporte. Ouais, ce que ça t'a apporté en tant qu'auteur, c'est une grande liberté, une véritable indépendance. Tout début, le premier Tu es un livre que j'ai publié, je ne l'avais pas écrit au tout début dans l'idée de le publier. Je l'ai repris quand je me suis dit que j'allais le publier. Mais l'auto-édition, ça m'est apparu comme une solution entre guillemets assez simple pour déjà proposer un livre à un public et voir quel serait le retour. Et par la suite, je suis devenue vraiment adepte de ce système d'auto-édition, même s'il comporte bien sûr des difficultés. Il y a des moments où faut réussir à se faire connaître, je ne vais pas dire tout seul, mais quand même, voilà, on n'a pas une équipe derrière, on n'est pas reçu sur enfin, ça arrive pour certains, heureusement, mais en tout cas au début, voilà, faut apprendre à se faire connaître par nous-mêmes, il faut aller à la rencontre des lecteurs, il faut essayer de toucher des lectorats, il faut réussir à avoir des retours, des commentaires, des évaluations, des retours de lecture, pour petit à petit faire grossir la communauté, trouver son public aussi, parce que c'est pas forcément évident, comme je disais un exemple, une dame qui m'a contactée en me disant écoutez, voilà, moi j'aime pas le polar, j'ai une amie qui m'a passé en e-book Tu n'es pas vivre, j'ai adoré et du coup j'ai envie de lire la suite parce que pour moi c'est pas du polar traditionnel, voilà, il y a autre chose. Et donc peut-être aussi toucher des gens qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée de toucher au départ, découvrir finalement quel était vraiment le public qui correspond aux œuvres que l'on propose. Et puis derrière, une réelle indépendance d'écriture. Enfin, j'ai pas du tout mis de rythme imposé. On me dit pas, voilà, faut que tu sortes un livre par an. On me dit pas non plus, là, faut vraiment que tu orientes comme ci, comme ça. La seule chose qui puisse m'influencer, c'est vraiment le retour des lecteurs. Effectivement, si j'ai une grosse majorité de lecteurs qui me disent, non, mais là, sur le dernier tome, ça, il y en avait beaucoup trop de ça, il n'y avait pas assez de ci, je vais en tenir compte soit pour un autre épisode, soit pour un autre type de roman ou un autre recueil. Je vais essayer d'améliorer ça. Si c'est vraiment quelque chose qui revient, je me dis, bon, là, moi, de mon côté, je ne suis pas dans la bonne voie. Mais pour le reste, il y a vraiment cette indépendance. Je me fais plaisir quand j'écris. Je me fais plaisir. J'ai découvert énormément de choses. J'ai rencontré des personnes, par exemple Michael, dans ce milieu de l'auto-édition, des personnes voilà, qui sont des passionnés. On arrive par un système de communication, d'échange, où chacun apporte un petit peu sa pierre à l'édifice. On fait des belles rencontres, on partage un enthousiasme commun, on partage des envies communes, des réussites, des satisfactions, des fois aussi des déceptions, des coups durs, voilà, et on arrive à échanger avec d'autres personnes avec lesquelles on a quelque chose vraiment en commun, une espèce de fibre. Et puis on avance aussi par rapport à l'écriture, par rapport pour tout un tas de choses, même les quelques démarches qu'on peut avoir à faire pour faire enregistrer un livre, par exemple, à la Bibliothèque nationale, ce qui est une obligation quand on sort un livre papier. Enfin, on apprend énormément de choses, les règles de mise en page, on découvre aussi des nouveaux moyens pour diffuser un livre. Est-ce qu'il faut le mettre seulement en e-book? Est-ce qu'il faut le mettre en format broché? Est-ce que sur tel site c'est intéressant? On teste, on se lance, on essaie des campagnes de publicité, il y a des choses qui fonctionnent très bien, il y a des choses qui ne fonctionnent pas du tout, il y a des choses qui fonctionnent moyennement. C'est un enrichissement vraiment. Personnellement, moi, ça m'a beaucoup apporté. J'ai appris aussi à me faire beaucoup plus confiance parce que je me suis rendu compte que j'avais cette capacité à persévérer même quand il y a des coups durs, même quand il y a des déceptions, même quand il y a des mauvais commentaires, même quand il y a des périodes où c'est pas terrible, on fait pas beaucoup de ventes. C'est pas le but premier pour moi de faire de la vente. Le but premier, c'est avant tout de faire plaisir à un lecteur, en fait, de toucher un lecteur et partager avec lui sa passion. Alors bien sûr, si je vois que suite à une campagne de publicité ou suite le nombre de ventes augmente, bien sûr, je suis très heureuse. Mais j'ai envie de dire, je pense qu'il n'y aura rien qui me fera plus plaisir que les fois où j'ai pu recevoir un mail d'une personne que je ne connaissais pas, ou un mail ou un post sur Instagram, sur Facebook. Ah, j'ai adoré l'épisode où Wade il va sauver Marina là, quand elle est prisonnière et tout. J'avais l'impression d'entendre les balles siffler autour de moi. On sent que la personne, elle a vibré et elle fait ce retour. Et ça, pour un auteur, c'est magique. Très bien, Charlotte. Voilà, je suis très content de t'avoir reçu. Vraiment, ça fait vraiment très plaisir. Moi aussi, merci beaucoup. Merci à toi, vraiment. Je suis ravi.
Eh ben, vous tous, merci. Je suis content d'avoir revu Charlotte. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette nouvelle interview avec cette personne qui est vraiment presque de la famille, d'une grande famille de la chaîne des Chevaliers du Savoir, qui a participé à sa création. Et ben, je vous revois. J'espère que ça vous aura donné envie de vous abonner. Ça, ce serait sympa pour nous. En tout cas, à bientôt pour une prochaine vidéo.